L'Est, c'est le revers du regard. Chaque fois que l'on tourne la tête vers lui, on tourne aussi le dos à ce qui s'éteint. Un mot simple mais chargé de mémoire, comme si ces 4 lettres contenaient à elles seules la force des commencements et la nostalgie des départs. Nous tournons notre regard à présent sur la Pologne avec Jean-François Carracci, en fait ex-agent de renseignement italien sous Andreotti et Berlusconi, qui nous éclaire sur la situation et l'ombre menaçante de la Russie. Écoutons-le. Plusieurs pays européens, dont la Pologne, qui était totalement opposée à la Russie dans l'histoire ukrainienne, puis la Pologne est un passif avec la Russie, qu'on peut comprendre, mais aussi avec l'Allemagne d'ailleurs. L'histoire l'explique mieux que moi. Eh bien, la Pologne, notamment, en plus de la Hongrie, mais ça, Orban joue sa carte jusqu'au bout, eh bien, la Pologne dit non à l'Ukraine, dit non à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Parce que l'Ukraine, c'est le caillou dans la chaussure de la démocratie européenne. Parce que l'Ukraine n'est pas une démocratie et que faire rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne ne sera pas garant de la démocratie européenne. Déjà parce que l'Union européenne s'avère être une démocratie vacillante et une démocratie qui a été créée précédemment par la communauté des États etc., ce qui a précédé l'Union européenne, la CE, etc. Et donc tout ça fait qu'en fait c'est un agrégat d'intérêts et de désamour très complexe. Le peuple ukrainien ne veut pas être abandonné. Le peuple ukrainien se retrouve peut-être aujourd'hui, comme le peuple français, dans une situation où son président répond à ses seuls intérêts et pas au nom des intérêts des peuples respectifs qui les ont élus. On est dans cette situation très particulière où la démocratie, entre guillemets, a généré en Ukraine comme en France des présidents... je vais pas dire des mots négatifs et méchants, parce que je suis pas macroniste, mais je suis pas non plus anti-Macron. L'échec de Macron, que ça soit avec la question palestinienne, la question ukrainienne et autres, c'est l'échec de la France, malheureusement. Et c'est là où est le problème. J'aurais préféré que cet homme réussisse tout aussi peu éclairé et peu fiable qu'il s'est révélé être, que plutôt nous retrouver avec un président dont on imagine qu'on saura s'en débarrasser aux prochaines présidentielles, alors que c'est loin d'être certain. Il n'a pas fait nommer, grâce d'ailleurs avec l'aide du Front National, il n'a pas fait nommer président Richard Ferrand, président du Conseil constitutionnel, pour rien.
que ça soit très clair là-dessus. Tous ceux qui sont pour le 8 septembre et le 10 septembre oublient une chose, c'est que Emmanuel Macron n'a rien à foutre du 8 septembre et du 10 septembre, parce que pour lui, c'est l'échec de la France, c'est l'échec de François Bayrou, de la France, mais pas son échec à lui. Et puis, de toute façon, c'est la faute au Covid, hein. Les 1000 milliards d'euros de dette supplémentaire, c'est la faute au Covid. Sauf que, petite parenthèse, Emmanuel Macron n'a jamais été vacciné par le Covid. La révélation s'est faite par l'improbable et hirsute Jean, c'est comment il s'appelle déjà? L'illuminé du Béarn, là. Pas François Bayrou, l'autre. Jean Lassalle. Et c'est vrai, des copains de la territoriale, dans des discussions un peu trop bavardes et un peu trop arrosées, me l'ont aussi révélé. Emmanuel Macron n'est pas vacciné par le Covid. Donc, l'histoire du Covid était bien une erreur politique, était bien une stupidité et un mensonge organisé entre ministres, premiers ministres et présidents qui trouvaient ça intéressant de s'amuser avec la population. C'était la vengeance des Gilets jaunes. D'ailleurs, dans des textos révélés notamment par Mediapart, le Canard enchaîné, Emmanuel Macron adorait écrire notamment à Darmanin lorsqu'il était ministre de l'Intérieur et autres, qu'il fallait faire chier les Français, qu'on lui cassait les couilles. Il n'était pas du tout dans le champ lexical, dans le positionnement d'un chef de nation qui veut protéger les siens. Pas du tout. Il ne l'a jamais été. Cet homme n'est pas devenu président pour faire fortune. Il aurait fait fortune avant avec Rothschild, mais l'argent Rothschild n'existe pas sur sa déclaration fiscale. Pour refaire fortune derrière, parce qu'en tant que président, il pourra devenir président de BlackRock ou de je ne sais quoi d'autre, ou de tous les cabinets de conseil qui l'ont conseillé à faire quoi? 52 milliards de pognon de factures filés à des cabinets comme McKinsey pour se retrouver dans la situation où nous sommes. Mais c'est une folie d'imaginer qu'il y a de la raison là-dedans. C'est une folie d'imaginer que tout ça est raisonnable. Macron n'est pas le premier président de la République française ou de la République tout court, quel que soit le pays du monde, à être autre chose que ce qu'on nous a vendu. C'est un garçon, ça restera un garçon jusqu'à la fin de sa vie parce que son adolescence s'est brisée sur des faits que l'on connaît ou qu'on subodore ou qu'on présuppose. Et donc le garçon, on a un gamin de 13 ans, 14 ans à l'Élysée qui restera un gamin de 13 ou 14 ans parce que des drames dans une vie fait que l'esprit se brise ou qu'on rentre dans de la dissociation. Pour ma part, en tant qu'orphelin roumain, abandonné, trahi par ma famille adoptive dans des fonds en écriture, j'ai risqué cette fracture de personnalité parce que c'est normal. Ça en fait pas un être inférieur, ça en fait pas un être stupide, ça en fait un être qui a fait des mauvaises rencontres ou qui est né dans la mauvaise famille avec une grand-mère qui l'a élevé et qui avait l'air très intéressée par un auteur qui trouvait la pédophilie comme étant une pratique normale. Emmanuel Macron, c'est le président que quand il était gamin, il était dans un centre pour enfants attardés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est son père, dans le journal du dimanche, qui, il y a 4 ans, a fourni une photo de son fils où il était dans une école pour gamins attardés. Je n'ai rien contre les gamins attardés ou à retard d'éveil, je sais pas comment on peut le dire gentiment parce qu'il n'y a pas de méchanceté dans ce que je dis. Mais voilà, il s'est retrouvé dans la boucle de centre de gamins attardés de Jean-Marc Borrello. Et Jean-Marc Borrello, grand gourou de la politique sociale et grand gourou tout court d'ailleurs, s'est retrouvé à être l'un des experts spirituels, l'un des sugar daddy du couple Macron, de ce couple particulier que révèle de plus en plus Candace Owens avec sa façon, elle, de faire, que je ne partage pas, parce que Candace Owens se croit protégée par son président à elle, mais Trump fait du business. Trump sait que Macron ne vaut rien, mais ça l'arrange. Trump n'aidera pas les Français à se débarrasser de Macron, comme je peux lire des textes stupides sur des sites alternatifs, sur des chaînes YouTube parfois brillantes et souvent plus bruyantes que brillantes.
Mais c'est comme ça, on a tous le droit de fantasmer. Quand Amandine Roy, alias Delphine Boel, fait de la pub de mon roman, de notre roman avec Béni Karachi, Bokeh et moi sur À la grâce du diable, elle explique que c'est un livre contre Macron. Non, À la grâce du diable aux éditions du Net n'est absolument pas un livre qui concerne Macron. Il n'y a pas Macron là-dedans. C'est la vie d'un fils de roi qui a survécu à une cabale royale en ayant appris dans sa famille mafieuse et dans le renseignement les instincts de survie, comment partir au bon moment, comment éviter telle rencontre, comment se positionner de telle ou telle manière. C'est la vie de Georges Cardel. Dans À la grâce, le roman À la grâce du diable aux éditions du Net, Emmanuel Macron n'existe pas. Dans ma vie, Emmanuel Macron existe parce que je ne suis pas devenu roi en 2017 à cause de lui. Pour preuve, le témoignage de Martial Léon, journaliste, au Salon national de la radio à Paris en janvier 2018. Je ne fantasme pas, je me donne pas une importance que je n'ai pas. J'ai pas cette habitude-là. Quand des enfants de putain sur les réseaux sociaux au lendemain d'M6 se sont plus à dire que je cherchais la gloire, que j'étais un Rastignac, ou même dans Libération, la journaliste très méchamment qui explique que je suis fantaisiste, fantasque. Mais je t'emmerde, connasse. Je t'emmerde. Tu expliques en 4 pages que je suis un minable qui se rêve fils de roi. Mais je suis fils de roi, connasse. Et si tu n'as pas fait la preuve du contraire que je ne l'étais pas. Parce que tu n'as pas démontré que j'étais le fils de quelqu'un d'autre. Et moi, c'est toujours été ma seule stratégie, le chat de Ratzinger, parce que Andreotti m'a appris à réfléchir comme ça, et Berlusconi aussi. Je suis le résultat de l'éducation que j'ai reçue dans le renseignement italien. J'ai disposé de tests ADN suisses, mais également la confrérie du 500 par l'intermédiaire de Corinne Mester-Cousin a mis la main sur mes tests ADN, notamment grâce à mon emprisonnement. Parce que mes tests ADN ont été vérifiés 50 fois. Donc, ils savaient tous, les aristocrates belges qui composent la confrérie du 500, savaient que j'étais fils de roi. D'ailleurs, dans le livre Le Prince et le Président que nous sommes en train d'écrire, Béni Karachi Bokeh, qui sortira d'ici la Toussaint, eh bien, nous allons totalement retranscrire la discussion que j'ai eue avec Corinne Münster-Cousin, Hervé Bramy, réalisateur de films, et Bénédicte Karachi Bokeh, romancière célèbre, petite princesse de la peinture, d'après le grand marchand d'art Jacques-Armand Hakoun. Il y aura la totalité des 1h45 de conversation pour que vous compreniez la réalité de tout ça, la réalité de ma vie, la réalité des tests ADN, la réalité du fils de roi que je suis, qui ne voulait pas devenir roi, mais qui ne laissera pas quelqu'un d'autre être roi. Quand le général Émile Adrien Maginessi confirme au journaliste Aurélien Leroy, encore il y a 3 semaines, qu'en effet, il existe des pourparlers en Roumanie me concernant, qu'Émile Adrien est dans la boucle de ces pourparlers pour que je récupère une partie de ma fortune familiale, entre 600 millions d'euros et 200 milliards d'euros, selon les chiffres bien réels des membres des maisons royales européennes. On m'a volé entre 600 millions d'euros et 200 milliards d'euros. La somme de 200 milliards d'euros n'est pas fantasque, c'est l'or de Transylvanie qu'a pris avec lui Carole II, parce qu'il voulait pas que l'or tombe entre les mains des communistes, ni même des nationalistes. Cette somme-là a été confirmée par Marcos Mondamini, aristocrate français et haut fonctionnaire du Quai d'Orsay, que d'ailleurs connaît bien Marc Borowski, puisque Marc Borowski a reçu mes livres entre les mains, et il a fait une soirée il y a quelques semaines avec Marcos Mondamini. Donc tous ces gens-là se connaissent. D'ailleurs, Marc Borowski reçoit régulièrement mes podcasts en copie, mais aussi des journalistes beaucoup plus, généralistes et beaucoup moins sensibles, comme Arnaud Ardouin, de la chaîne parlementaire et de Bismart, notamment. Donc j'ai aussi pareil pour Magali Lunel, pour Yves Drey, rédacteur en chef de Forbes, Isabelle Gonan-Evy sur LCI. Voilà, je nourris en permanence ces journalistes d'information me concernant, des informations vraies. Je n'intoxique personne, je n'envahis personne. Je défends mon bout de steak, je défends mon bout de pain, je défends ma vie. Donc, quand j'explique que le président de la République française, en cherchant la lumière, nous a fait rentrer dans une obscurité qui est à 2 doigts de nous briser, ben, je l'ai pronostiqué avant beaucoup de monde. Je l'ai même pronostiqué en 2017, quand il y avait les premiers gilets jaunes et que je discutais avec un journaliste, un ancien grand reporter de France Télévisions,
qui s'appelle Gérard Bardy, et qui m'a dit non, mais le président va démissionner dans quelques semaines. Il a honte. Et nous étions en décembre 2017. Et je lui dis, mais il a honte de rien. Il est là pour faire un job et il le fera. Et si nous avons l'impression que c'est un job chaotique, eh bien au contraire, le chaos est son quotidien. Le chaos est son élément. Imaginez qu'il y a une rumeur qui concerne Emmanuel Macron sur une histoire à Berlin où il aurait été un jeune homme turbulent et particulièrement nocif pour certaines personnes qu'il aurait rencontrées. C'est peut-être ça, Emmanuel Macron. C'est peut-être de la même manière que Donald Trump, qui est un mec formé par les voyous de New York, et notamment par un voyou en chef qui était l'avocat, l'un des avocats célèbres de New York, qui est bien expliqué dans The Apprentice. Pareil pour Poutine, qui est un ancien petit voyou de Saint-Pétersbourg, qui a été repéré et recruté par une recruteuse du KGB à l'époque, qui était directrice d'école. Poutine, qui parle couramment français d'ailleurs, qui aimait beaucoup se rendre à Bordeaux en vacances sur le bassin d'Arcachon, avant qu'il devienne président, quand il était espion, directeur du KGB. Directeur du KGB officiel et touristes français, ça va ensemble, il n'y a pas de problème. Donc tous ces gens-là sont de la même nature. Quand Macron dit que Poutine ment tout le temps, il n'y a qu'un effet miroir dans la situation. De la même manière qu'Emmanuel Macron a beaucoup manqué de respect à Trump. Au moment où Macron croyait que Trump allait pas être réélu et qui soutenait Biden et la mère Clinton, la grande cocu, qui, au lieu de devenir une femme sage, a fini par être une vieille salope. Donc on est dans ces schémas-là de gens qui sont très mal élevés, qui ont des très mauvaises manières. Vous voyez, moi je suis très caustique de ma façon de parler, mais par contre je fais pas un excès de vitesse, je paye mes impôts, j'ai pas de dette, je m'arrête au stop, je m'arrête au feu rouge, et je trouve des jobs à des gens qui ne me remercient jamais derrière. Et j'ai payé mes études supérieures en étant pompier volontaire saisonnier au SDIS 34 auprès du colonel Charles Cassard, il y a plus de 20 ans maintenant. Voilà, on n'est pas les mêmes personnes. Moi, je suis un fils de roi qui s'est découvert fils de roi. Dans Georges, le roman Georges aux éditions du Net, j'explique bien que Georges Cardel ne voulait pas être un voyou. Et en 2004, il ne savait pas qu'il était fils de roi, mais il savait qu'il ne voulait pas être fils de voyou. Donc, Georges Cardel n'est pas devenu un voyou par choix. Après, il s'est avéré qu'il était fils de roi. Mais ok, j'aurais pu être un parrain de Cosa Nostra et un roi ou un prince. Mais j'avais pas envie d'être une salope. J'avais pas envie d'être comme d'autres ont voulu être. J'ai pas envie de ça. Quand William Hercher, un de mes cousins, a failli me noyer à Saussan dans la piscine, et que c'est son père, Robert Hercher, feu Robert Hercher, qui m'a sauvé la vie in extremis, ben voilà, William Hercher, ça ne l'aurait pas dérangé de me noyer ce jour-là. J'étais quasiment mort en sortant de la piscine. C'était il y a 30 ans. Voilà. Ben, le survivant que je suis vous le dit. Ma parole vaut quelque chose parce que c'est la parole d'un homme qui a tout vécu et qui a survécu à tout. Et quand je vous fais des pronostics très précis, et j'en fais beaucoup, sur les ondes clandestines, ben à chaque fois, je tombe juste. Alors, Jean-François Carracci a-t-il raison, une fois de plus? Nous le saurons dans un prochain épisode des ondes clandestines. À très bientôt.